pense qu'on va pouvoir se lancer. Vas-y Aurélie, c'est parti. Donc bonjour à tous, moi je suis le docteur Montagne-Larvurier, je suis médecin coordinatrice à la plateforme normande d'éducation thérapeutique Planète Passion. Donc là aujourd'hui on va parler de TP, pourquoi? Parce que le TP fait partie des recommandations dans la prise en charge de l'obésité et que ça fait aussi partie des propositions dans les parcours NPO. Mais finalement on se rend compte qu'à ce jour, en tout cas c'est encore très peu coché et donc l'objectif c'est de dire comment prescrire efficacement. Peut-être c'est qu'on n'est pas complètement convaincu. Effectivement, peut-être que dans les études, le TP, c'était pas encore bien évoqué. On l'a peut-être pas encore bien engrammé dans les choses vraiment minimum et essentielles pour toute prise en charge de patho. Et puis, finalement, on est convaincant quand on est convaincu. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on parte aussi, voilà, peut-être des idées reçues et un peu des représentations sur le TP pour se dire, voilà, comment je vais faire pour pouvoir en parler et finalement réussir à convaincre un enfant et sa famille de prendre un temps supplémentaire pour caler un rendez-vous et peut-être pour des ateliers de TP. Souvent, on peut se dire, le TP, est-ce que finalement tout le monde en fait? Parce que finalement, on explique tout aux patients. Mais la question, c'est que le TP, c'est pas que de l'information. On est vraiment aussi dans comment c'est reçu par la personne, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, qu'est-ce qu'elle en pense, comment elle vit ça. Et finalement, ça prend beaucoup de temps et sur un temps de consultation, ça peut être vraiment compliqué. On peut se dire, éducation thérapeutique, il y a le E de éducation. Alors, est-ce que c'est un cours? Clairement, on n'est pas dans un cours, donc c'est peut-être important qu'on se déprogramme et qu'on se retire l'idée du E de éducation. Hein. On est vraiment dans des moments de partage et du travail ludique pour améliorer le quotidien de la personne. C'est des ateliers où il y a vraiment une trame et où là, l'intervenant qui peut être un infirmier libéral, une diététicienne, une psychologue, une sophrologue, des fois un médecin, est là pour être facilitateur de dialogue, où là, finalement, on va être dans une posture un petit peu Oui, différente, parce que où tu sais, là, quand on je va être sur l'horizontale, scolaire, où là, elle l'objectif, sait que tu avais c'est tout de un tas faire d'éléments émerger des médicaux questions concrètes, à de voir apporter, comment les etc. Donc personnes je dis: font, «Non, non, ce qu'elles vous pouvez vivent et pas, comment elles on font face. dépasse, les éléments Il y a médicaux». quelqu'un qui a son Laurie, c'est micro C'est la, l'instit. non, non. Est-ce possible En de Voilà. fait, fermer le micro, s'il vous tu sais, plaît? nous, nos écrits de protection de l'enfance, que ce soit, les infirmières comme les AS, on est obligé de Merci. Merci. Donc, il y a aussi des fois l'idée, oui, mais est-ce que le TP, c'est juste un groupe de parole? Vraiment, on n'est pas sur le groupe de parole. Il y a une trame, on a vraiment sur un thème précis, il y a des objectifs et on va être sur des compétences qu'on va mobiliser et qu'on va travailler. Le TP, c'est quelque chose de très codifié par l'HAS et les ARS quand on dépose le programme. Et puis, il y a la question, voilà, NPO, on propose beaucoup de suivi en individuel. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que, voilà, l'un ou l'autre, est-ce que je vais cocher plutôt de suivi de diète ou plutôt de l'ETP? Là, vraiment, d'emblée, l'idée, c'est de se dire que c'est complémentaire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'idée, c'est que ça puisse être l'un et l'autre. Et puis, des fois, en individuel, des fois, si moi, je vous demandais, tiens, racontez-moi la dernière fois que vous avez eu honte de faire quelque chose ou un truc dont vous n'êtes pas fier, finalement, c'est pas si simple, hein, et que des fois, en individuel, les enfants aussi sont pas à l'aise et que des fois, on va assumer pas forcément ce qu'on fait ou pas, ou quand on revoit la diète et que finalement, la personne se rend compte que les principes diététiques, elle n'arrive pas à les mettre en place, ça peut être compliqué. Donc, on est vraiment dans cette complémentarité entre de l'individuel qui est fait et le collectif, où là, finalement, le collectif, on va avoir plusieurs points de vue, plusieurs façons de vivre la même situation. Ça va permettre de mettre en relief sa propre situation avec le point de vue de l'autre et que ça peut aussi éviter le découragement. Puis des fois, on peut se dire, oui, oh, mais tel enfant, il a l'air un peu timide, il va peut-être être mal à l'aise dans le groupe, est-ce que ça vaut le coup? Alors, ce qui est peut-être important, c'est aussi d'expliquer comment ça se passe, que finalement, c'est un atelier, que oui, il va y avoir un intervenant et un groupe, mais que souvent, c'est des petits groupes. On aimerait faire de l'ETP, en tout cas avec des groupes de 8 à 10, mais globalement, si on arrive à être 4-5, c'est déjà bien. Donc les rassurer sur la taille des groupes. Et puis, des fois, pour eux, finalement, c'est presque plus facile avec un intervenant qu'on ne connaît pas, qu'on ne va pas forcément voir, ni même revoir en individuel. Ça permet aussi de dire des choses qu'on n'oserait peut-être pas. Et puis, à chaque fois, le cadre de l'atelier, il est bien posé. On est dans le non-jugement. C'est l'accueil inconditionnel de la situation et du point de vue de la personne. Et puis, dans le groupe, il y a vraiment des techniques spécifiques, c'est les outils de l'ETP pour aider les personnes à engager la parole et à participer. Hein, ce n'est pas juste un tour de table. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Et puis vraiment ce côté collectif, souvent moi je le compare, c'est comme un peu, les jeux coopératifs ou les escape games où finalement on a un objectif, une énigme, quelque chose à résoudre, où on est tous au même niveau, où il y a pas de compétition, où l'objectif c'est de travailler ensemble sur, voilà, cet objectif commun. Ou comme dans les jeux coopératifs, bah, c'est dans la bienveillance, on accepte le point de vue de chacun. Il faut persévérer parce que finalement, c'est pas simple, il y a pas une solution, c'est pas quelque chose qu'on va, hop, d'un claquement de doigts réussir à mettre en œuvre. Ça permet aussi d'engager personnellement chaque personne à participer pour les tâches du groupe et que, bah, ça développe aussi le sentiment de responsabilité individuelle. Donc là, on est parti un peu peut-être des idées reçues. Là, l'idée, ça va être un petit peu de décortiquer, de se questionner et de s'approprier les choses. C'est un petit peu à l'image de la démarche de TP. Finalement, on prend ce temps de mettre la personne en position de réflexion et de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'elle en pense et après, est-ce que je me l'approprie? Un peu comme aujourd'hui, où moi, mon but, c'est voilà, que vous me posiez la question, tiens, ETP, est-ce que j'en proposerais ou pas? Donc en ETP, la base, c'est qu'on travaille les compétences d'auto-soin et les compétences d'adaptation qui ont été définies par l'OMS comme vraiment les compétences pour gérer au mieux et vivre au mieux avec une maladie chronique. Et comment ça va se décliner? On va travailler sur des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-faire face à la maladie. Et effectivement, en fait, on va vraiment prendre en compte tous les impacts de la maladie, du problème de santé sur la personne avec ce que ça peut entraîner en termes de stress, d'émotions, de fatigue, les conséquences sur la vie familiale, sociale, sur la santé en général, la question du regard des autres, les enfants, les ados sur la vie affective, la vie sentimentale, la question de la maladie, de tous ces retentissements et finalement, on va essayer de se dire: «Bah, il y a ce problème de santé, quels vont être les impacts?» et de prendre le temps aussi de voir un petit peu où en sont ces impacts. Clairement, le TP va pas remplacer l'individuel. On est vraiment dans de la complémentarité. On va renforcer ce qui a été dit à la consulte médicale, à la consulte de diète. Mais ce qu'on observe, c'est que dans nos consultations, voilà, dire les choses, les messages, ils vont pas forcément passer. Et que des fois, nous, de notre côté, on peut avoir aussi ce risque d'être un peu impatient, de se dire: «Bah, il faut agir là, l'obésité, elle est déjà importante, on va pas attendre qu'il y ait des complications». Et hélas, on peut avoir la tentation un peu d'insister, de se dire: «Bah, je vais encore essayer de donner plus de conseils parce que là, c'est vraiment, vraiment important». Mais il y a toujours cette question, mais c'est quoi, quid de l'applicabilité perçue de tous les conseils qu'on va donner? Et puis de se rappeler que, bah, même si, souvent on l'oublie, bah, les conseils non demandés, souvent ils sont pas mis en place, hein. Nous les premiers, on fonctionne comme ça, alors pourquoi les patients, ce serait autrement? Et puis, il faut vraiment faire attention à la réactance, hein, cette idée de l'élastique que plus on veut convaincre, bah, plus finalement il risque de se braquer et que finalement, bah, des fois trop de conseils tue le conseil. Et c'est là où l'idée, c'est avec le TP, bah, on essaye de prendre peut-être des chemins un peu différents où là, on va recompléter, les informations, qui vont être données. On va en essayant d'utiliser un autre canal où on est sur le même message et où là, sur un temps, un sujet, on va prendre vraiment 1 heure dédiée, où on va essayer vraiment de décortiquer un petit peu, bah, qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils font avec ça? Sans qu'on soit dans le côté un peu, avalanche de questions. Alors, bon, bah, ton IMC, il attend, comment tu fais? Ça fait quoi? Là, on essaie de l'aborder d'une façon un peu différente avec vraiment ce qui fait une particularité de l'ETP, c'est d'essayer d'avoir une façon ludique, d'avoir des supports pour qu'il y ait un côté dynamique et aussi interactif. On va vraiment prendre ce temps du comment, vous vivez cela et en essayant de l'aborder un petit peu autrement avec l'idée que, bah, finalement les informations ne vont pas forcément être transmises par l'intervenant, mais là, elles vont émerger, de ce que chacun va dire. Finalement, on est vraiment dans la co-construction, heu, pour amener les choses et puis chaque personne va être mis en position de réflexion, bah, de se questionner: «Ah bah tiens, l'autre il a dit ça et moi qu'est-ce que j'en pense?» et puis l'intervenant va être, ce facilitateur, essayer des fois un peu de regrouper les choses, faire comme un peu un brainstorming, noter: «Ah bah tiens, et toi qu'est-ce que tu en penses?» Et donc voilà, l'idée aussi c'est que, cet échange permet qu'il y ait des nouvelles questions qui apparaissent et que finalement ces nouvelles questions, des fois, vont être travaillées pendant le temps de l'ETP, mais des fois, finalement, vont être retravaillées, bah, avec vous à la prochaine consultation ou peut-être dans le suivi individuel diète, ou psycho.
parce que vraiment, on se rend bien compte que l'information, elle ne suffit pas, que savoir qu'il ne faut pas fumer, ça ne nous aide pas forcément à arrêter, savoir ce qu'il faut manger, ça ne suffit pas, et que on est quand même dans cette problématique où des fois, nous, en tant que médecins, on est un petit peu comme si on était le chef d'orchestre, on leur transmet la partition en disant allez, go. Sauf que les personnes en face n'ont pas forcément l'oreille absolue, n'ont pas forcément envie. Pour elles, c'est pas facile. Donc, ça va être comment finalement elles vont se retrouver et devoir un peu décrypter cette partition, comme si elles étaient face à une nouvelle langue, et où finalement, il faut s'entraîner. Alors, faire ses gammes des fois en individuel, tout seul, on a l'impression que ça donne pas grand-chose. Et puis, le moment où on se retrouve à plusieurs, là, dans l'atelier collectif, c'est aussi le moment où là, on se retrouve en orchestre et où finalement, la partition qu'on joue, elle est pas si mal, et mêlée à celle des autres, ça rend quelque chose, voilà, qui donne aussi envie d'avancer, et après qui donne envie à l'enfant de pouvoir continuer à jouer par lui-même. Donc vraiment, on est là de se dire, c'est un nouvel apprentissage, une nouvelle situation, donc il faut qu'on ait une boîte à outils finalement avec plein de propositions différentes, parce que voilà, c'est comme en pédagogie, aujourd'hui, on voit bien comment ça évolue. Pour mobiliser la personne, il faut essayer plein de techniques différentes. Et puis, une des forces de l'ETP en collectif, c'est vraiment le discours du père qui vraiment permet des déclics, alors que c'est les mêmes mots, les mêmes conseils que vous, moi, on a pu donner, mais ça n'a pas le même effet, ça n'a pas la même portée, parce que finalement, professionnel de santé, lui, il n'est pas malade, il n'a pas le même problème, et que, puis aussi, malgré tout, on continue des fois, on raisonne en adulte, et que là, ça va être les autres enfants, les autres ados qui vont trouver les bons mots, leurs mots à eux, qui finalement vont faire plus écho entre eux. Le TP, souvent, moi, je le compare un petit peu, c'est un peu comme le service après-vente sur vraiment le comment faire, où là, on est sur un peu la notice explicative à l'épreuve du quotidien, des vrais retours d'expérience, les fois aux questions, mais en direct. Ah tiens, comment on fait avec ça? On sait que de nos jours, les tutos, sont en vogue. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, entre guillemets, comme nous, qui a le même problème et qui se débrouille. Mais dans le tuto, on est encore dire: «Ah tiens, fais ci, fais ça». Sauf que, des fois, concrètement, c'est encore pas si simple, et que quand on est soi-même à faire les choses, on se dit: «Bah oui, mais moi, j'y arrive pas». Là, c'est: «Moi, j'y arrive pas», mais on le partage ensemble et on voit comment on pourrait le faire, avec l'idée, qu'après chacun réécrive son propre mode d'emploi personnel dans l'objectif. Vraiment, le TP, l'objectif, c'est d'aller vers l'autonomie, l'autogestion, que la personne, elle ait la capacité, la compétence pour, voilà, se débrouiller et trouver sa façon à elle d'écrire les choses. Et puis, une des autres forces du groupe, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance, se rendre compte que les autres vivent les mêmes difficultés au même moment, que oui, c'est compliqué, qu'il y a des moments où on ne se sent pas bien dans sa peau, que c'est pas que moi. On se rend compte aussi que des fois, il y a des tabous qui, là, vont pouvoir être dits tout haut parce qu'il y a une personne du groupe qui ose dire: «Ah ouais, moi j'ai vécu telle moquerie et ça m'a fait ça», et hop, peut-être l'enfant qui, peut-être timide, aurait pas osé en parler, là, il se permet parce que, le sujet a été lancé par, l'autre. Et puis, ils se rendent compte, qu'ils sont tous dans le même processus, qu'il y a des hauts, des bas, qu'ils ont envie de bien faire, qu'il y a aussi des fois de la culpabilité quand ils n'y arrivent pas, que des fois, il y a aussi l'idée, qu'ils ont entendu: «Oui, de toute façon, tu n'y arriveras pas, ça fait des années», et cetera. Qu'il y a aussi des peurs, à changer, et que, l'idée de se dire qu'on n'est pas seul, à traverser tout ça, ça génère aussi, comment font les autres? Et puis, cette ambivalence, j'ai envie de changer mais j'y arrive pas, on la travaille finalement, heu dans le groupe, et c'est important de se dire, de normaliser tout ça et de dire: «Bah oui, il y a des moments où j'y arrive pas, où j'ai pas envie, mais ça fait partir du processus». Donc c'est aussi un autre moyen de un levier autour de la motivation. Avec aussi l'idée, qu'en groupe, on peut après avoir aussi un peu des modèles d'identification. Ah tiens, lui, c'était dur, mais il a quand même réussi, ou il a testé. Et peut-être, et si moi j'y arrivais? Et vraiment, le fait d'échanger avec d'autres points de vue, que ce soit des expériences similaires ou différentes, on voit que la première étape, ça permet à la personne de se décentrer un petit peu de sa propre situation, de relativiser aussi, de normaliser, et puis que finalement, le fait d'être en groupe, toute la complexité des facteurs en jeu qu'on connaît bien dans l'obésité, où finalement, des fois, il peut y avoir une
anticipation génétique, une pathologie comorbide, tout ce qui est les habitudes de vie, tout ce qui va être les enjeux, les éléments relationnels à la maison, avec dans la famille, l'image de soi, et puis tous les éléments de l'environnement, les modes, tout ce qui va être les réseaux sociaux, et ben, que finalement, tous ces facteurs qu'on essaie de travailler avec la personne, là, ils vont pas être donnés, entre guillemets, bah, par le professionnel, ils vont émerger, et que finalement, ça va pouvoir faire réfléchir à d'autres perspectives pour ensuite revenir à soi. On est vraiment dans ce double mouvement de partir des comportements, dès de la généralité sur le thème, pour aller vers soi, vers mes comportements à moi. On est vraiment sur un peu conscientiser les comportements et amener la personne à faire après, voilà, ses propres choix, on va dire éclairés, en fonction de cette vision globale, mais de cette vision globale qui va être apportée aussi par le groupe. Donc en ETP, nous à Planète, on propose un programme adulte et puis on a le programme pédiatrique où là, on a la partie asthme et la partie obésité pour les 7-8 ans. Donc, on parle de quoi? On a 8 ateliers qui vont être déclinés soit en 7-11 ans, soit en 12-18 ans. On va avoir des ateliers autour de la connaissance et un peu des représentations de la pathologie. On a des ateliers autour de la gestion des émotions. Et ça, on voit dans les ateliers qui sont faits, ils sont beaucoup, c'est ceux qui sont le plus choisis sur finalement est-ce qu'il y a des émotions qui me font manger? Qu'est-ce qui se passe, aussi quand il y a une mauvaise journée? Sur l'alimentation, on a un atelier qui est pas mal choisi, c'est, à quoi ressemble le repas chez toi? Où là, on va vraiment être sur du concret, des choses autour du goûter, du petit déjeuner. On va être aussi sur des ateliers autour de l'alimentation où on est sur les sensations. Est-ce que la satiété est perçue? Des choses comme ça. Il y a aussi sur tous les impacts, un peu aussi collatéraux autour du sommeil, et les ados choisissent beaucoup, les ateliers autour de l'image de soi et aussi de tout ce qui en découle. Comment ils vivent, tout ce qui peut être, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut avoir un impact sur eux, sur leur humeur, sur le comportement? Comment ils réagissent? Comment ils peuvent faire aussi pour avancer, vis-à-vis de tout ça? Et puis un atelier, autour de la de l'activité physique où là, on est plutôt pour les enfants, on est sur un peu, on propose un géocaching pour leur rendre compte qu'ils se rendent compte que finalement, bah, on peut, bouger en s'amusant sans trop s'en rendre compte. Et puis pour les ados, on est un petit peu sur, finalement un atelier de motivation et de réflexion sur c'est quoi les freins à bouger, est-ce que je bouge assez? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait, m'aider à plus bouger et comment concrètement, eh ben, avec ma situation, pouvoir peut-être, envisager une activité physique. Donc finalement, on travaille les compétences d'auto-soin à vraiment connaître la maladie, prévenir les complications, à aller sur le c'est quoi, sur comment ça marche, comment éviter que ça s'aggrave. On travaille sur les représentations, le vécu, les émotions, l'image de soi avec à chaque fois, bah, comment je le vis, comment toi tu le vis, on réagit. J'ai envie de me vivre avec tout ça, mais comment je peux faire aussi avec le regard des autres? Et puis dans les compétences d'auto-soin, il y a aussi le fait d'être en capacité de réfléchir et de se mobiliser pour modifier ses habitudes de vie pour aller dans un sens favorable à sa santé. Et ça, finalement, cette réflexion sur, bah, est-ce qu'il faut que je les modifie? Bah, là, c'est comment je fais avec tout ça concrètement? Dans les repas à la maison, dans les petits déj, par rapport aux émotions, à tous voilà, tous les impacts et tout ce qu'il y a autour du quotidien. C'est un peu comme face à une bataille ou, aller à l'assaut d'un château fort. L'idée, souvent, il faut échanger de la tactique avant d'y aller. Bah, voilà, le TP, c'est vraiment ça. Les aider à se retrouver, à échanger un peu des tactiques, comme, si on nous disait d'aller marcher sur une plaque de verre. Même si notre raison nous dit: «Oui, oui, tu peux y aller», et ben, finalement, des fois, on aime bien y aller, avec quelqu'un qui nous tient la main ou que quelqu'un y aille avant nous et nous montre en vrai que c'est faisable. Et ben, c'est un petit peu ce principe-là, et puis on connaît tous, bah, les bonnes résolutions qu'on prend: «Ah oui, oui, c'est super», mais finalement, c'est souvent le quotidien et nos habitudes qui nous rattrapent. Et donc là, c'est aussi, bah, les poser, en parler de tout ça, de ce qui nous freine peut-être à changer pour pouvoir justement peut-être avancer et oser des choses. Là, je vous montre un peu quelques supports qu'on peut utiliser. Là, c'est un peu le plan de ma vie où, l'idée, c'est ça peut aider finalement à faire verbaliser, bah, les endroits où finalement avec mon poids, je me sens pas à l'aise. Le fameux atelier dont je vous parlais tout à l'heure, à quoi ressemble un repas chez vous, là finalement on a un côté, c'est un jeu de rôle inversé où on leur demande d'expliquer, de jouer.
la préparation, l'organisation des repas chez eux, le moment du repas. Et finalement, ça permet déjà, des fois qu'ils observent que ça peut se passer autrement, qu'il y a d'autres vécus, de voir aussi leurs réactions quand ils sont à la place, quand ils doivent jouer les parents. Et des fois, de les aider aussi à prendre un petit peu de distance et à dire, bah tiens, est-ce que peut-être on peut le faire autrement? Donc ça, le jeu de rôle, c'est souvent quelque chose qui plaît bien. Autour des petits déj, des goûters, on part vraiment de l'heure actuelle, de voilà, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont le temps, pas le temps. Et puis après, elle dit, bah, et dans la théorie, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Et ensuite, ils travaillent tous ensemble à essayer de créer du réalisable. Hein, on n'est pas sur le petit-déj parfait qu'il faudrait tous prendre, mais qu'est-ce qui serait réalisable? Est-ce qu'ils peuvent imaginer ce qui leur plairait, mais en même temps qui serait peut-être équilibré? Voilà, on fait vraiment appel à leur créativité et à vraiment dans l'objectif, à la fin, qu'ils puissent se dire, tiens, est-ce que peut-être j'aimerais goûter, je sais pas, ah toi, tu as déjà goûté le pain complet? Ah, bah peut-être je pourrais trouver un entre-deux. Enfin, vraiment, c'est aussi d'échanger des trucs et astuces et de se dire, bah, je vais peut-être tester d'autres solutions. L'atelier émotion, donc on part avec les enfants sur, bah, il y a peut-être des situations du quotidien qui donnent envie de manger, donc on a des petites cartes scènes de vie. On aborde après qu'effectivement, bah, des fois, ça peut être les émotions qui peuvent aussi donner envie de manger. Donc, il y a cet outil qui est proposé d'utiliser un peu le pot de tri des émotions. Et puis ensuite, bah, de pouvoir des fois repérer qu'il y a certaines émotions qui peuvent des fois donner envie de manger. Comment on peut les gérer? On parle un petit peu aussi, bah, les émotions, il faut aussi leur laisser du temps pour qu'elles retombent. Donc avec cette petit outil de la bouteille du retour au calme, hein, quelque chose qu'on peut fabriquer en atelier qui peuvent ramener. Et puis amener l'idée, bah, des fois quand l'émotion elle est là, qu'est-ce qui peut aider à ce qu'elle retombe? Est-ce que c'est forcément la réponse de l'alimentation? Et puis on arrive aussi sur, bah, des fois, c'est aussi l'ennui ou quand je regarde la télé, qui me donne finalement envie de manger. Donc avec des choses autour de voilà, des petites idées. Alors toujours, on a une trame, vous voyez, des choses un peu générales et puis toujours, c'est quoi mes idées à moi? Qu'est-ce que moi je pourrais me donner? Qu'est-ce que moi j'aimerais envie de faire? Avec l'idée que l'enfant, il reparte un petit peu avec sa petite liste personnelle. Sur le point de vue ado, là, c'est un petit peu décliné avec, voilà, on repart des émotions, à quoi ça sert, sur le un petit peu repérer, ce qui peut se passer en nous et puis on amène l'idée que, bah, derrière les émotions, finalement, il y a des besoins, qui sont souvent, un peu pas exprimés, qui sont un peu mis sous le tapis et que finalement on amène à réfléchir, bah, sur quelle stratégie, qu'est-ce que je peux faire pour y répondre? Et de voir que finalement, bah, des fois la nourriture a pas forcément que la première place dans la façon pour certains de réagir. Et puis sur l'image de soi, je vous montre un petit peu cet atelier qui est vraiment pas mal, choisi où, vraiment l'idée c'est on invite les personnes à essayer de décrire un petit peu des choses qu'ils aiment le plus chez elles, avec on utilise des petites cartes anatomie, et puis dire, bah et aussi les choses que j'aime le moins et puis ensuite on défocalise en partant sur, bah, voilà, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses, des qualités, qui peuvent, exister en moi. Donc voilà, ils choisissent un petit peu les cartes qualité et puis à la fin de l'atelier, finalement, ils ont quand même passé, 3/4 d'heure, 1 heure ensemble et ben, c'est à chacun dans le groupe de donner une ou 2 cartes qualité à ceux qu'il a vus, finalement, en partageant juste un bref moment quand même ensemble. Ce qui leur permet aussi de voir que finalement, il y a une différence entre comment eux se voient et se perçoivent et aussi, ce qui est perçu, par les autres. Voilà, c'était un petit aperçu. Donc l'état des lieux de l'activité, ETP de notre programme, vous voyez que là, en 2024, on est à 70 patients sur toute la Normandie, haute et basse, avec, quand même pas mal d'ateliers et 58 d'ateliers collectifs. Pourquoi on n'est pas à plus? Bah, parce qu'effectivement, réussir à faire des groupes, il faut aussi qu'on ait suffisamment d'enfants, d'ados qui soient au même moment avec et qui choisissent les mêmes thématiques. Donc ça, c'est aussi un vrai défi pour qu'il y ait plus d'adressage pour pouvoir aussi vraiment réaliser ces ateliers, en collectif. Après quelques petits retours de terrain, j'ai eu au téléphone des parents, quelques enfants. Ce qui ressort, c'est, dans leurs mots, c'est que c'est facile de parler, que des fois, le fait comme c'est ludique, il y a un peu ce côté ambiance colonie de vacances, qu'on discute, qu'il y a pas d'erreur. Une maman disait: «Bah, finalement, les enfants, ils se sentent valorisés. On n'est pas à dire, "Je dois faire ci, il faut"». Ils osent dire enfin, un ado, il dit: «Bah, au moins, on ose dire ce qu'on mange en vrai», et que finalement, même si on est timide, ben, on peut s'aider des autres.
qui disent bah, on peut parler de tout, même de ce qui est dur, que ça permet de relativiser les moqueries. Un enfant qui disait bah, finalement, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'ils avaient tort, que j'étais pas si gros, que c'était peut-être un problème pour les autres, mais pas tant pour moi. Les enfants qui disent bah, finalement, au début, on n'a pas d'idée sur le thème, et puis finalement, ça va venir parce qu'on va rebondir sur ce que va dire l'autre. Le fait, bah, ça donne aussi des fois envie de tester des choses, de dire ah bah tiens, lui, il a fait comme ça. Et puis que bah, c'est des relations plutôt faciles, qui trouvent bah voilà, finalement c'est abordable, c'est pas compliqué de parler avec la diète, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation, pas de jugement de valeur, et que c'est plutôt quelque chose qui va les motiver et leur donner envie de faire par eux-mêmes. Donc après, comment on peut proposer le TP? Où est-ce qu'il y en a en Normandie? Donc dans le classeur que vous avez du NPO, il y a la petite fiche sur le TP. Donc c'est le OK pour ma santé, c'est le nom du programme ETP. Donc avec un petit résumé pour qui, pourquoi, comment. Le petit visuel que vous avez vu un peu tout à l'heure sur voilà, de quoi on parle en atelier. Le fait que ça peut être en collectif, en individuel, éventuellement des fois en visio, parfois exceptionnellement au domicile s'il y a besoin. Et puis, comment orienter? Donc, ça, c'est la petite fiche. Soit c'est directement en allant sur le site de Planète pour être recontacté, soit finalement, il y a les coordonnées des antennes. Là, c'est pour vous montrer, par exemple, sur Calvados, là, les petits points, c'est où on a des intervenants en fonction qui interviennent pour l'obésité pédiatrique. Donc ça, c'est un petit peu, là, c'est sur le territoire de Rouen, Évreux-Vernon. Puis à chaque fois, là, vous voyez un petit peu, c'est leur périmètre d'action, hein, parce que l'objectif, c'est qu'on essaie de proposer de l'ETP dans les 20-30 km auprès de chez soi. Et puis, il y a aussi des endroits où vraiment, on a des cellules éducatives, c'est-à-dire on a vraiment un regroupement de professionnels pluripro qui peuvent prendre en charge les ateliers d'ETP. Donc voilà, l'idée c'est d'aller sur le site de Planète. Il y a ces petits onglets je suis patient, je veux être contacté ou je suis professionnel. Et là, professionnel, il y a juste votre nom et vous êtes en accord avec le patient, vous pouvez vous directement remettre ses coordonnées. Comme ça, c'est l'antenne qui le contacte pour lui réexpliquer et lui expliquer un petit peu comment les choses vont se mettre en œuvre. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, là je vous en ai parlé assez rapidement. Est-ce que là, comme ça, il y en a quelques-uns qui ont retenu des idées ou un peu des mots-clés sur ce qu'est le TP? Vous pouvez désactiver mon micro. On a eu une question dans le chat. Ah, j'ai pas vu la question du chat. Conversation. Alors. Le TP est aussi réalisé par les infirmières azalées auprès des enfants en surpoids. Alors moi là aujourd'hui, effectivement, j'ai présenté le TP en collectif parce que c'est ce qu'on essaie de proposer dans les ateliers, mais l'éducation thérapeutique est aussi faite effectivement par des infirmières azalées, par des IPA. Voilà, ça, ce n'est pas réservé qu'au collectif. Et c'est vrai que des fois, dans certains dispositifs, c'est pas simple pour les IPA ou les azalées de faire des groupes. Voilà, nous, on essaie vraiment de constituer ça. Donc voilà, j'espère que vous retiendrez quelques idées, qu'on est vraiment sur une approche ludique, qu'on essaie vraiment d'inviter les enfants à partager leurs mots, leurs expériences, de voir comment faire. L'idée, c'est de mettre en commun des solutions. Hein, si on reprend la métaphore de tout à l'heure, d'apprivoiser un peu cette nouvelle partition, de voir comment on peut faire, d'être vraiment sur l'idée du faire avec et dans l'autonomie. Que voilà, il y a les choses qu'on entend, qu'on reçoit, et comment moi je peux me débrouiller avec l'idée que il n'y a pas de meilleure façon de faire et que c'est voilà, les responsabiliser, aussi leur donner envie peut-être de changer et de voir que voilà, il y a chacun son style pour que ça puisse bien se dérouler. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Planète et puis on a peut-être quelques minutes pour des questions. Oui. Des questions, des remarques, allez-y, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez les poser sur la conversation, sinon. Il y en a qui ont pu adresser des patients vers des parcours, qui voulaient partager des retours d'expérience qu'ils ont pu avoir. Bientôt faisable sur le. Est-ce que c'est bientôt faisable sur le milieu, agglomération de Lisieux?
À mon avis, probablement. Ce qui est le plus simple, c'est de contacter l'antenne et en fait, eux, finalement, vont trouver les intervenants qui sont en proximité. Et puis, des fois, on a certains intervenants qui sont un peu plus loin, mais qui sont prêts des fois à se déplacer. Donc voilà, et puis s'il y a plusieurs enfants autour de Lisieux, après on peut essayer des fois de trouver un lieu, voilà, qui va être un peu entre les 2. Voilà. Sur l'Orne, c'est pareil, effectivement. Là, je vous ai présenté que voilà, quelques visuels des cartes, mais on a une carte pareille dans l'Orne, dans la Manche, autour de Dieppe, Le Havre, Rouen, Évreux-Vernon. Nous, on a ces 7 territoires de santé. Moi, si je comprends bien, vous pouvez vous mobiliser sur tout le territoire, mais l'idée, c'est d'avoir un adressage suffisant aussi pour constituer des groupes et que ce soit après, voilà, bénéfique pour créer ce maillage-là aussi de l'ETP. C'est ça, il y a vraiment un gain, à mon sens, à pouvoir le faire en collectif. Ouais. Mais voilà, il faut qu'il y ait suffisamment d'enfants et d'ados. Et c'est vrai que des fois, il y a la demande, et des fois, on va attendre peut-être quelques semaines ou un mois pour peut-être en avoir 2 ou 3, voire 4 sur la même dynamique et la même thématique. Les laisser là, c'est dommage parce que les 2-3 qui ont fait la demande, qui sont motivés, attendre quelques mois, des fois, on peut les perdre. Donc, Et après, au bout d'un moment, sinon, voilà, ça va être proposé en individuel et voilà. Bon, je vais te laisser la parole. S'il y a d'autres questions, on pourra peut-être en reparler Est-ce que vous après. avez des questions, des remarques, des interpellations, n'hésitez pas. C'est très clair, Aurélie. Bon. En effet, on va pouvoir passer du coup à la partie nouveauté sur le plan des médicaments, mais à la fin, on aura de nouveau un temps d'échange. Donc, s'il y a des questions qui vous reviennent après sur l'ETP, n'hésitez pas. L'idée, c'était de profiter de ce webinaire Quoi de neuf pour, après ce gros focus sur l'ETP, la place de l'ETP, pourquoi, comment adresser, quel est l'intérêt pour nos patients, un petit point d'actualité. Alors, s'il y a une dernière question, atelier proposé sur Cherbourg. Oui. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Des fois, on a un peu de l'arsène qui est assez désagréable. Donc, on va faire un point actualité, nouveau traitement de l'obésité, sujet assez médiatisé. Donc, je suis quasiment certaine qu'il y aura pas mal de questions à la fin, de choses qui ont pu, que vous avez pu être sollicitées peut-être directement par des patients ou vous avez vu les infos et il y a pas mal de nouveautés sur le sujet. Donc, l'idée, voilà, c'est de prendre un petit temps pour faire un point d'actu sur ces nouveaux traitements de l'obésité. On va parler de 2 grandes sortes de médicaments. C'est ceux qui font l'actualité. Dans un premier temps, les analogues du GLP-1, c'est les médicaments grand public, j'ai envie de dire, puisque c'est eux qui ont fait les gros titres. C'est le fameux Wegovy, le semaglutide du laboratoire, pour ne pas le citer, mais de toute façon, pour le moment, ils ont le leadership là-dessus, c'est le laboratoire Novo Nordisk. Et on parlera également, dans un deuxième temps, du 7-mélanotide. Et là, c'est un médicament un peu plus ciblé, hyper spécialisé, qui s'appelle l'Imcivree. Je dirais dans quelles indications, mais là, ça va vraiment être sur de la prescription hospitalière par équipe spécialisée. Donc, on va prendre un temps sur les analogues du GLP-1. Je ne doute pas que vous en avez entendu parler. Chez l'enfant, c'est le Wegovy. Avant, il y avait aussi le Saxenda. C'était le même labo. Ils vont arrêter le Saxenda puisque de toute façon, les modalités d'administration, on va y venir après, sont logiques pour permettre un retrait du Saxenda et plutôt axé sur le Wegovy. C'est quoi le GLP-1? Le GLP-1, c'est une entérohormone, pour faire simple, qui est déjà sécrétée naturellement par l'organisme. Et là, on va administrer une dose de GLP-1 qui va avoir le même fonctionnement, cette entérohormone, et qui va agir notamment au niveau de la satiété et des prises alimentaires. Le mécanisme d'action, il agit sur différents organes, mais il va permettre, en agissant notamment en réduction de l'apport énergétique, ça va permettre d'augmenter la sensation de faim et du coup, ça va diminuer la fréquence, notamment de ce qu'on appelle communément les fringales, donc les prises alimentaires en dehors des temps de repas. Ça va, en augmentant la satiété, permettre une meilleure sensation de plénitude gastrique, améliorer le contrôle de la prise alimentaire, ce qui tend à améliorer et à diminuer le poids corporel. Il y a également des effets métaboliques et cardiovasculaires bénéfiques que je ne vais pas vous lister dans cette présentation, où le but, c'est pas non plus de vous faire l'apologie de ce médicament. On va pouvoir en discuter parce qu'il y a des freins. C'est pas un traitement miraculeux. Mais en effet, il y a d'autres effets bénéfiques cardiovasculaires, notamment au niveau du diabète, puisque c'est une molécule historiquement qui était pour les diabétiques de type 2.
Le Wegovy en pédiatrie, il a une AMM qui a été obtenue donc récemment, d'où l'actualité brûlante autour de ce médicament. L'AMM, c'est pour les adolescents à partir de 12 ans qui doivent être à minima en situation d'obésité avec à minima un poids corporel au-dessus de 60 kilos. Et l'AMM nous fait figurer que ça doit bien évidemment être accompagné d'une prise en charge globale, notamment sur l'hygiène de vie, les modalités alimentaires et la majoration de l'activité physique. Retenir qu'en gros, c'est une escalade de doses du sémaglutide dans la prise en charge de l'obésité. Voilà, c'est des paliers de plusieurs semaines à chaque fois pour chercher la dose minimale efficace et la meilleure tolérance, notamment digestive, du traitement. Le sémaglutide, ça fonctionne très bien. Je vous ai juste mis une petite capture des présentations qu'on peut avoir, notamment au niveau des congrès, sur le traitement versus placebo. Vous voyez les deux courbes sans être un statisticien. Voilà, adepte des chiffres et très féru de physiopathe, on voit bien la différence d'efficacité au niveau de la variation de l'IMC entre un traitement témoin et un traitement par sémaglutide. Là où je vous encourage à regarder aussi en ayant un regard critique, c'est justement ce qui se passe à la fin. À la fin, la zone grisée, c'est à l'arrêt du traitement. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là-dessus on va pouvoir échanger après parce que voilà, ça a tendance à remonter à l'arrêt du traitement et ça fait partie des enjeux de discussion qu'on peut avoir de quand est-ce qu'il faut mettre ces médicaments, dans quelle temporalité. Puisque le sémaglutide, les effets indésirables, ils sont globalement bien supportés parce qu'il y a une motivation à la perte de poids qui fait qu'il va y avoir souvent une bonne tolérance, une bonne acceptabilité de ces effets indésirables qui sont majoritairement gastro-intestinaux, hein. C'est ballonnement, diarrhée, accélération du transit. Les autres freins à aborder, c'est la modalité d'administration. Donc, le sémaglutide Wegovy, c'est quand même une injection sous-cutanée hebdomadaire. Quand je vous disais qu'avant, on avait le Saxenda, même molécule, même labo, mais là, c'était une injection tous les jours. Donc là, on est sur une injection sous-cutanée hebdomadaire. La durée du traitement qui pose une réelle question, parce que oui, c'est un traitement qui fonctionne, le temps qu'il est administré. Donc là, il y a vraiment des enjeux, une réflexion nationale qu'on peut avoir avec les différents collègues des CSO, centres spécialisés de l'obésité, discussion qu'on a également sur quand l'introduire, ce médicament, pour quelle durée, puisqu'on sait qu'il marche, mais il marche tant qu'il est administré. Donc, est-ce que vraiment on est dans un état d'esprit où on va débuter un traitement par injection hebdomadaire à vie quand on est chez un enfant? Voilà, ça fait partie des questions qu'on peut aborder. Il y a également un autre gros frein qui a été très médiatisé, c'est la capacité financière des familles, puisque ce traitement fonctionne très bien, mais il est actuellement pas remboursé. Il y a un reste à charge en moyenne de 250 € par mois. Donc c'est un vrai frein également budgétaire. Quand on sait que l'obésité touche préférentiellement les familles en situation de précarité, il peut être un petit peu incongru d'aller prôner ce médicament à des familles qui n'ont pas le moyen d'aller financer une activité physique pour leur enfant ou d'aller consulter un psychologue, par exemple. Le dernier frein que je me suis permis de mettre, c'est le manque de recul à long terme. En effet, c'est un médicament qui fonctionne très bien. Là, il y a les Novo, ils ont lancé, des études, sur du long terme, notamment sur encadrer l'arrêt du traitement. Donc là, on va rester vraiment, en alerte pour voir, les conclusions puisque le traitement, il marche. Comment l'arrêter? Sur quelle durée? Est-ce qu'on a des effets à long terme? Donc ça, on est encore en attente, d'avoir un peu plus de recul sur ce long terme-là. Là, on a fait le tour du premier médicament dont je voulais, vous faire un petit, focus actualité très rapide. On va rentrer dans le deuxième médicament qui s'appelle le 7-mélanotide. Là, c'est vraiment un médicament hyper spécialisé, donc je tenais à vous parler, en termes de culture médicale, de ce qui se passe, au niveau de l'obésité de l'enfant. Ça s'appelle Limcivray, le nom commercial. Là, c'est un agoniste du récepteur MC4R, donc il va rétablir la cascade de signalétique au niveau hypothalamique de la boucle de sensation de faim et de satiété. Donc, c'est pas pour n'importe quel patient, on va voir juste après, mais ça marche également très bien. Ça réduit l'hyperphagie, ça permet une augmentation aussi des dépenses énergétiques, donc ça permet une réduction in fine de l'IMC des patients. Il y a 3 grandes indications de Limcivray. Première indication, ça va être, vous regardez, la fin de la rubrique indications, c'est les patients qui ont été diagnostiqués donc en génétique pour une mutation biallélique de POMC, PCSK1 ou LEPR. Vous voyez des noms un peu barbares. En gros, c'est des patients qui ont une mutation biallélique sur la chaîne de signalisation de la faim et de la satiété au niveau hypothalamique, prouvée en génétique. Deuxième indication, pré-AMM, là, ça va être pour, le syndrome de Bardet-Biedl. Donc c'est pareil, c'est à nouveau les enfants qui ont un diagnostic génétique établi.
Et troisième indication du 7-mélanotide, c'est les enfants qui ont eu une altération de voisinalisation de la fin de satiété avec une lésion hypothalamique. Et les lésions hypothalamiques, ce sont quoi? Qu'est-ce qui rentre dans ces obésités hypothalamiques lésionnelles? Ça va être par exemple quand il y a eu une tumeur, le craniopharyngiome, le gliome, un traumatisme au niveau crânien suffisamment sévère pour avoir induit une obésité hypothalamique lésionnelle. Il y a pu avoir un traitement aussi de la radiothérapie ou une neurochirurgie ou une pathologie infiltrante la région supracellaire, comme typiquement l'histiocytose langerhanienne. Vous voyez, c'est vraiment des indications hyper ciblées. À nouveau, le 7-mélanotide, c'est un médicament qui concrètement est prescrit par l'équipe du CSO, Centre spécialisé de l'obésité. On a une première patiente chez qui ce traitement vient d'être débuté. On a un recul pour le moment que de quelques mois, mais avec une perte de poids déjà marquée. C'est une jeune fille qui avait une tumeur cérébrale, qui a eu une exérèse complète et qui a un très bon devenir oncologique puisque c'était une tumeur bénigne qui a été retirée en totalité, mais dans une lésion qui était mal placée, qui fait qu'il a induit une obésité sévère majeure par trouble de la faim et de la satiété. Et là, le traitement fonctionne très bien chez cette jeune fille. Pour le moment, on a le recul de ce patient-là. Au national, il n'y a pas non plus des centaines de patients qui sont encore traités avec cette molécule, mais on sait que ça fonctionne. Les effets indésirables, majoritaire avec le 7-mélanotide, étant donné que ça agit sur la voie leptine mélanocortine. Dans mélanocortine, vous avez mélanodermie, donc il y a une hyperpigmentation cutanée également dans les effets adverses, qui dans les premiers retours est plutôt bien vécu, puisque ça a plutôt tendance à donner le teint hâlé et une bonne mine tout au long de l'année. Mais il y a un suivi dermato et une évaluation dermato préalable marquée pour débuter ce traitement. En conclusion, sur ce petit focus médicaments, point d'actualité, l'idée c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés sur le sujet qui sont souvent très médiatisées. Donc moi je voulais prendre ce temps-là pour pas que vous soyez pris au dépourvu par vos patients qui peuvent vous en parler. Les questions arrivent, on pourra en discuter entre nous. Voilà, est-ce que les familles vous en ont déjà parlé? Moi j'en suis à 2-3 familles qui m'ont interrogé, qui m'ont interpellé directement parce qu'en fait ils en entendent parler aux infos. Donc c'est important de savoir un petit peu où ça en est, de se tenir en alerte. Il y a plein de nouvelles possibilités thérapeutiques. À nous de voir, même au national, dans les discussions de comment les cadrer. On a un médicament qui fonctionne, comment l'utiliser. Et il y a certains freins qu'il faut travailler au niveau national. On attend vraiment des recos et un cadrage sur pour quel patient et selon quelle modalité. C'est tout pour moi sur ce petit focus médicaments. Est-ce que vous avez des questions? Si vous êtes plus à l'aise dans le chat, prenez la main dans le chat, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de questions sur les médicaments. Je suis sûre que vous avez été sollicité par certains patients. Non, parce qu'on n'en a pas des patients comme ça. Ah. Alors, moi j'ai été pas mal sollicitée, mais pour des adultes en fait. Donc là, on est hors thème pour aujourd'hui, mais du coup, c'était intéressant pour le coup d'avoir le petit topo. Oui, parce que c'est la même molécule, hein. De toute façon, voilà, chez l'adulte. On a la problématique chez l'adulte, même si on dérive un peu de notre sujet, mais chez l'adulte, il y a une cohorte de patients qui l'ont eu en accès précoce, financé, remboursé, qui s'est retrouvée avec une cohorte, je crois, c'était un peu plus de 2000 patients au national, où ils ont arrêté l'accès précoce avec la sortie du Wegovy en pharmacie d'officine. Et donc, cette fameuse cohorte de patients quid d'eux, qui peuvent maintenant récupérer leurs médicaments d'officine, sauf qu'ils avaient un traitement depuis de nombreux mois, de nombreuses années, qui était sans reste à charge. Et là, on leur dit, vous allez continuer le traitement, mais vous allez devoir le payer. Donc là, ça a fait un petit peu, voilà, ça a été un problème pour cette cohorte de patients-là. Et ce qui a été acté, c'est qu'ils ont poursuivi l'accès précoce pour cette cohorte de patients, cohorte fermée des adultes qui étaient déjà traités, pour continuer la mise à disposition gratuite sans reste à charge en fait pour les patients via cet accès précoce. Ok, merci. C'est reconduit d'1 an, il va y avoir le même débat dans 1 an. Okay. Voilà. Mais au moins, les patients gagnaient 1 an. C'est vrai que ça mettait en difficulté les médecins nutritionnistes adultes qui ont vu que ce traitement marchait bien chez leurs patients. Et on se retrouve avec, d'un seul coup, plus de prise en charge. Donc voilà, le débat est repoussé d'1 an. Ok. Là, je ne suis pas venue dans le détail, hein, mais pour le 7-mélanotide, le deuxième traitement vraiment sur notamment les lésions hypothalamiques, vous vous doutez bien, on ne met pas en place comme ça tout seul dans son coin. Il y a tout un formalisme, il y a des RCP nationales qui sont gérées en gros par Paris, Rouen, Toulouse.
et Marseille aussi qui font des RCP. Enfin voilà, de toute façon, c'est des dossiers de patients qui sont suivis en CSO, centre spécialisé de l'obésité. Là, on parle vraiment d'obésité sévère qui méritent une place en centre expert. Par contre, le Wegovy, voilà, c'est une prescription qui est possible par médecin nutritionniste, par médecin endocrinologue en ville quand ça répond aux critères voilà, d'utilisation du patient. Ok. Alors, peut-être pour accompagner le début de la prise en charge, avoir une perte de poids initiale, puis glisser sur prise en charge plus classique, à votre net. Ça fait partie des questions, je lis du chat, en effet, de comment, quand et comment mettre en place ce médicament-là. À nouveau, c'est pas forcément, on s'éloigne un peu de notre sujet dans la réponse que je vais vous faire, mais il y a cette question-là sur l'adulte. Je sais qu'ils sont en train d'avoir cette réflexion-là de comment intégrer ces médicaments dans le cadre d'un parcours de chirurgie bariatrique, typiquement. Est-ce que c'est des malades très obèses, qui ont une obésité avec des IMC supérieurs à 60, 70, qui vont rendre très difficile une chirurgie bariatrique? Est-ce qu'il y aura une indication de faire un traitement préalable avant la chirurgie bariatrique? Vous voyez, ça discute beaucoup dans le monde adulte sur comment l'intégrer dans le parcours de chirurgie bariatrique. Dans le monde enfant, voilà, il y a encore ces temps d'échanges nationaux, il y a encore peu de centres qui les prescrivent et qui les ont inclus dans leur routine, parce qu'en effet, à quel moment on l'introduit, quand est-ce qu'on l'arrête? C'est toutes ces questions-là qui nous laissent en suspens. Mais en effet, ça pourrait se dire que ça peut être déclencheur, initier quelque chose, mais faut gérer l'arrêt du traitement. Quand on sait qu'il y a une reprise de poids, faut que ça s'accompagne. Le traitement marche bien, c'est 10 à 15% de perte de poids quand même sur une année. Donc voilà, faut aussi que psychologiquement, le soutien soit présent. Pourquoi pas proposer un parcours d'ETP aussi en parallèle? Ouais, bah, il y a des choses à construire parce qu'il y a ce côté un peu de traitement qui va fonctionner hyper bien, un peu magique, je n'osais pas le dire, du traitement qui va très bien fonctionner. Ouais, bah, s'il faut l'arrêter, comment? Et il faut l'accompagner, quoi. Parce que la perte de poids, elle va être hyper bien vécue, la reprise, voilà, ça va être beaucoup plus difficile et il faut la prévenir au plus. D'autres questions, d'autres remarques? Ou sur le TP également, là, il nous reste encore 5-10 minutes pour cette visio, n'hésitez pas. Ou remarque tout autre, si on peut y répondre, on essaiera de répondre au mieux, sinon on vous dira qu'on ne sait pas. En tout cas, juste sur le TP, j'ai vu qu'il y avait pas mal là de personnes inscrites qui étaient aussi médecins de l'éducation nationale. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à pouvoir proposer l'éducation thérapeutique, qu'il y ait déjà un parcours NPO ou pas. Voilà, je sais qu'une famille que j'ai eue au téléphone, ils m'ont dit, bah voilà, c'était l'infirmière scolaire qui avait voilà, remarqué le décrochage d'IMC, qu'on avait parlé à la famille, voilà. Puis il y a eu le relais après vers les ateliers, voilà. Sur le TP, soit effectivement dans les parcours NPO, c'est prescrit, mais je rappelle que pour le TP, on n'a pas besoin de prescription. Donc voilà, il faut que ce soit. N'hésitez pas à proposer. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de prescription. Nous, forcément, le médecin traitant, le médecin référent va recevoir un courrier et être informé de la démarche. Mais voilà, ça peut être aussi facilitant. Il ne faut pas hésiter. Voilà, en tout cas, le proposer. Et puis, voilà, si vous enregistrez directement la personne, voilà, nous, l'équipe rappelle, donc va prendre le temps voilà, d'expliquer un petit peu le parcours et comment ça peut se dérouler. Voilà. Le fait que c'est pas payant pour la personne parce que c'est pris en charge par l'ARS. Enfin, voilà, tous ces aspects pratiques. Une question aux Ozempic. Ah oui, les effets secondaires décrits, pancréatite ou syndrome dépressif. Alors, les effets, il reste forcément, moi, les topos que j'ai pu avoir, souvent, ils étaient faits par les gens des labos. Donc, il y a quelques effets qui sont rapportés, mais à chaque fois dans une marge de tolérance qui fait qu'il n'y a pas forcément de sur-risque rajouté par rapport au fait que ce qu'ils mettent en avant, c'est que n'importe quelle personne qui va avoir une perte de poids rapide peut présenter une pancréatite
biliaire par un mécanisme physiopathe voilà, de création de calculs cholestéroliques qui accompagnent la perte de poids. Donc ça, c'était pas un effet surajouté. Sur le syndrome dépressif, à nouveau, il y a eu débat et finalement, ils ont ressorti une étude qui montrait qu'il n'y avait pas de surrisque au niveau du syndrome dépressif. Mais de toute façon, il y a vraiment notion qu'il faut qu'au préalable, il y ait une évaluation psycho à minima, voire psychiatrique, pour être sûr que justement, il n'y ait pas de syndrome dépressif initial, pas de signe d'alerte. Et ça, c'est très bien codifié aussi pour instaurer le traitement. Je dirais que les effets secondaires, ils sont assez clairs et assez transparents là-dessus. Ce qui manque dans nos populations pédiatriques, c'est ça, c'est le recul à long terme en fait et à distance. De qu'est-ce qui va se passer quand on va, après plusieurs années de traitement, comment on va l'arrêter. C'est plutôt ça qui est le dernier point manquant. Est-ce que ça va reculer aussi l'apparition d'un diabète? Ouais, c'est ça. Finalement, Ouais, ça ouais. va reculer certaines complications, les éviter. Après, voilà, comme dans tout traitement, il y a des effets secondaires, mais là qui étaient vraiment, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais qui étaient minimes par rapport aux cohortes de dizaines de milliers de patients qu'ils ont pu tester déjà éprouver avant via l'Ozempic. Bon, allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, articulation, suivi CMPR et ETP. C'est-à-dire? Parce que donc au CMPR où j'exerce, il y a les programmes Planète Patient hein, qui sont délivrés par conventionnement avec la structure, mis à disposition. Ils sont aussi mis à disposition CMPR qui a Flair. Oui, c'est ça. Voilà. À Flers et Hérouville, hein, Voilà. le CMPR sur les 2 antennes dispense les programmes, mais je ne suis pas sûre de comprendre l'articulation. Ouais. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Docteur Denizé, on s'était déjà rencontrés en plus. En tout cas, Flair, c'est dans la Oui, proposition oui, de TP, c'est notre programme qui est mis à Oui, disposition. et mes collègues font des ateliers régulièrement de TP pour les patients à Flers, que ce soit ceux qui sont en hospitalisation en internat ou les hôpitaux de jour, et c'est intégré dans leur planning de récurrence de venue en hôpitaux de jour. Il n'y a pas de souci si les choses étaient initiées voilà, au CMPR, qu'après ça puisse être Oui, tout à fait. continué. Ou, voilà, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de parcours. Plus on va voilà, avoir dans notre boîte à outils un hôpital de jour, ça, Voilà. et qu'après, à distance, il y ait des ateliers qui soient refaits, il n'y a aucun problème, au contraire. Mais on veille justement à ce qu'il n'y ait pas de rupture de suivi et à ce que tous les acteurs puissent être en lien. Un patient sort du CMPR, on organise la sortie, on fait du lien pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdu de vue, en fait, au moment où il y a des changements comme ça de prise en charge. Puis on sait que des fois, il va y avoir une perte de points à un moment, on se dit que tout est gagné, et puis finalement, l'année prochaine, hop, il y a d'autres événements, des choses qui reviennent. Voilà, il faut aussi se dire, ah bah tiens, il n'y a pas eu de TP, peut-être à ce moment-là, reproposer autre chose pour peut-être relancer voilà, le processus ou repartir sur de l'individuel. Mais Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, on va pouvoir mettre un terme et clôturer ce Quad 9, ce webinaire. On vous remercie sur le temps accordé sur votre pause déjeuner, on imagine bien pour la plupart d'entre vous. Merci pour ce temps. Voilà, on veille à faire des sujets qui répondent aux questions et qui permettent de rester un petit peu dans l'actualité, dans l'air du temps autant que possible. S'il y a d'autres questions qui vous reviennent après, vous n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit le docteur Montagne-Larmurier ou moi-même. Merci à tous pour votre participation. merci.